Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentisterie. Mon nom c'est Hélène Perra, je suis l'animatrice. Notre conférencière, comme toujours, c'est Dr. José Marcoux qui est une board en dentisterie. Ce soir, la thématique, nous sommes le 13 janvier 2025, alors bonne année pour commencer. C'est un quiz de la nouvelle année. Donc, c'est comme un peu un pot pourri récapitulatif des connaissances que nous avons vues au cours de nombreux mois, plusieurs webinaires que José a gracieusement offerts. Donc, elle nous a concocté 48 questions. On ne sait pas si on va avoir le temps de tout y passer, de différents degrés de difficulté. Je pense qu'il y en a pour un peu tout le monde. On m'a Donc, donné la permission d'être difficile. J'ai dit que je le ferais facile, ouais. puis il y a quelqu'un qui m'a dit de le faire dur. Fait que on a ouvert la porte, je suis rentrée dedans. Mais c'est pas grave. Comme je disais tantôt, le pire qui va arriver, c'est que vous allez apprendre quelque chose. Super. Donc, avant de commencer, je voudrais vous répéter les mêmes choses, mais pour la politique de formation continue de l'OMVQ. Donc, cette formation-là, ce soir, peut être mise dans votre fichier de formation. Si vous le faites en direct, vous allez recevoir une attestation par courriel avec votre nom personnalisé. Si vous le faites en différé, donc si vous nous écoutez, puis c'est pas le 13 janvier à C'est 7 grave. heures PM, Ah, bien là, moi, je peux pas vous émettre une attestation parce que j'ai aucun moyen de vérifier que si vous vraiment vous nous écoutez. Donc, dans ce cas-ci, vous prenez l'URL de YouTube et vous le mettez dans la section auto-apprentissage. Donc, c'est comme ça que l'OMVQ, la nouvelle politique, fonctionne. Première chose. Deuxième chose, pour le prochain webinaire, la date et le sujet ne sont pas encore déterminés. C'est probablement en anesthésie. Donc, je vous reviens via une infolette avec l'information. Sur ce, ben là, je vais vous présenter Josée. Je pense que la majorité d'entre vous, là, si vous êtes là, c'est parce que vous faites partie de la Ligue du Vieux-Père et vous la connaissez très bien. Josée, vétérinaire, elle a fait sa résidence en dentisterie à la faculté, elle a obtenu son board, elle a réussi haut la main et maintenant, elle se promène de clinique en clinique dans le sud du Québec et puis elle s'occupe de vos cas un peu plus complexes en dentisterie. Et elle anime plusieurs webinaires depuis cela maintenant, hey, 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on fait ça? 4? 4 ans, 4 ans qu'on fait des webinaires en dentisterie. Elle offre aussi le service de téléconsultation. Donc, si vous avez des cas que vous avez besoin de faire la lecture de radio ou d'une opinion diagnostique, elle peut vous aider. Dans l'infolette, vous allez trouver la fiche avec la tarification 2025. Est-ce que j'oublie quelque chose, José? non, si jamais vous avez besoin de faire lire une radio que vous êtes, ben pas vous, vous êtes sous anesthésie, mais que votre patient est sous anesthésie, envoyez-moi un courriel, mais appelez aussi au numéro d'Yvette Mobile pour me signaler qu'il faut que je la lise tout de suite parce qu'évidemment, je suis pas toujours. Je suis quand même souvent sur le courriel, mais pas toujours, toujours. Donc, n'hésitez pas à appeler là, la réceptionniste, elle va me flaguer qu'il faut que je fasse ça maintenant. Super! Donc, cette fois-ci, cette année, on est prêt à commencer, José? Oui. Cette fois-ci, comment on va procéder? Ça va être, c'est plus simple. On perd beaucoup, beaucoup de temps en lançant des quiz via Zoom. Fait qu'on va le faire vraiment à la bonne franquette. Vous écrivez la réponse dans la section chat ou Q&A, là, comme vous vous sentez à l'aise. Le but, là, c'est pas un examen formel, là, c'est vraiment pour, tu sais, faire l'exercice, là, ça a été démontré dans plusieurs études, là, une façon de consolider les connaissances. C'est vraiment justement se challengeant par faisant appel à ce qu'on a vu, on appelle ça la consolidation des acquis. Donc, ce n'est pas un examen formel, vous n'avez pas à répondre, vous envoyez ça par fax, par courriel, vous répondez, puis après ça, Josée, immédiatement après la question, elle va donner la réponse, puis donner des explications, le cas échéant. Oui. Euh, J'ai plusieurs questions sur la conférence que j'avais donnée, je pense que c'était avec Communivette, sur les problèmes des chats. On va savoir qui a écouté ma conférence sur la plateforme de la MVQ parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de fraises et d'unités dentaires et d'instruments aujourd'hui. Puis j'ai une couple de petites questions de chirurgie. J'ai pris des questions sur les blocs dentaires parce que j'ai fait des lunch and learn. Bref, j'ai tout mis ça ensemble. Puis voilà.
Je pense qu'il y en a quand même des. Il faut filer une coupe de facile. Mais. Ah non! Bon, ça fait l'inverse. Mais bref, première question, anatomie. Êtes-vous capable d'identifier les structures du parodonte? Donc, on a une dent, ça ici, ça serait l'émail, la couronne. Puis ici, on a, mettons, les structures de l'os qui attachent nos dents dans notre bouche. Donc, est-ce que vous êtes capable, dans vos têtes ou dans le chat, euh, de trouver à quoi correspondent les flèches? Là, moi, je ne vois pas le chat parce que je suis plein écran. Y a-t-il moyen que je peux faire ça? Ah oui, c'est beau, je l'ai fait apparaître. Je host and panelist, everyone. Es-tu quelqu'un qui n'est pas volontaire pour répondre? Ça serait une première. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais c'était avant que tu mettes la slide. OK. Là, ce que tu cherches, c'est vraiment, tu veux quelqu'un qui, tu veux les réponses à chacune des lignes ou tu veux, Ouais. Quelqu'un qui peut même mettre, mettons, en ordre de haut en bas, de gauche à droite, là. on a une réponse. Comment tu veux que je procède? Veux-tu que je les lise? Tu veux-tu Tu les vois là? Moi, je ne vois pas la dans le réponse. Q&A? Ah, moi, j'ai ouvert le chat. Ça peut être dans le Q&A, mais il faudrait juste que tout le monde se mette d'accord sur combien de fenêtres je mets dans mon écran, là. Attends. Euh, Q&A, j'ai tout ça, moi? Peux-tu le voir ou c'est juste toi? Non, je pense que tu peux le voir. More. Ah, Q&A, il est là. OK, c'est beau. Bon, fait que là, continuez dans le Q&A parce que sinon, je ne vois plus ma propre présentation puis ça devient compliqué. OK. Gencive libre, oui. Gencive attachée, pas tout à fait. Ligament parodontal, oui. Dentine, ben si c'est la dernière flèche, non, c'est la flèche. OK. Mais on va. Voilà. Fait qu'on a la gencive, parfait. En fait, c'est la petite ligne jaune qu'on cherchait qui est le sément. Fait que on sait que le ligament parodontal ne peut pas s'attacher directement à la dent. Ça prend une petite couche de cellules entre tout ça. Donc, les fibres du ligament parodontal vont venir vraiment pénétrer le sément qui, lui, est adhéré à la dentine. Fait que la dentine, c'est vraiment la structure là, de la dent là, qui est ici, la flèche à droite. Est-ce que vous voyez mon curseur? Je ne sais jamais. Oui, il est OK. petit, mais oui. Ouais. Des fois, quand je pointe, je ne sais pas si vous me suivez. Fait que ça, ici, ça serait la dentine. Ici, on a les mains. Fait qu'on a de la gencive. Oui, puis effectivement, c'est la gencive libre. Euh, fait que la ligne jaune, c'est le sément. On a le ligament parodontal et tout simplement l'os. Fait que quand on parle des quatre structures qui composent le parodonte, en fait, le- les structures qui sont à droite, c'est-à-dire l'émail et la dentine, c'est les structures de la dent. Fait que ce qui compose le parodonte, c'est la gencive, le sément, le ligament parodontal et l'os alvéolaire. Ça prend ces quatre affaires-là que vos dents tiennent dans votre bouche et dans celle de vos patients. Qu'est-ce qui est sur la photo et comment on écrirait ça dans le dossier? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait vu, c'est marrant. C'est sûr que vous avez déjà vu ça en clinique. Ah, là, je vois qu'il y a des gens qui écrivent dans le chat. Veux-tu que Est-ce je que je te peux dire- lise? Ben, est-ce qu'on pourrait Est-ce juste que je te- réduire soit dans le Q&A, soit dans le chat, mais tout le monde à la même place, parce que sinon, je ne vois plus. OK, ben je vais... euh, euh, je pense que ça serait plus simple si les gens utilisent le Q&A parce qu'ils verront pas les réponses de tout le monde. Donc, je OK. vais écrire, s'il vous plaît, utiliser le... J'ai déjà, c'est comme nos images, là, j'ai les chats en dessous. Je vois plus rien. Oh boy, OK, il y a plein de monde qui a répondu. Effectivement, je vais continuer pendant que tu taponnes. C'est une furcation de grade 3. Fait qu'une furcation de grade 1, ça serait où on a juste une petite dépression qu'on sent dans avec notre voyons, sonde, notre explorateur. Une furcation 2, c'est parce qu'on peut pénétrer jusqu'à la moitié
de l'épaisseur ou de la largeur de la dent. Puis une furcation grade 3, c'est quand on passe bord en bord, comme la dent qu'on voit ici avec mon instrument, là, qui est clairement bord en bord de la dent. Furcation 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on le biopsie, surtout? J'ai eu une petite conversation avec notre technicienne d'anesthésie, euh, qu'elle a remarqué ça sur son chat pour la première fois alors qu'elle mettait sur anesthésie pour d'autres choses. Puis bref, c'était dans un autre hôpital où j'étais pas là du tout. Puis tout le monde a paniqué parce qu'ils savaient pas c'était quoi, puis c'était gros. Mais j'ai dit, ah, mais c'est cette chose-là. OK, fait que le Q&A, ça voudrait dire que les gens peuvent nous écrire à nous, mais ils se voient pas entre eux. Ben, si on fait un genre de petit quiz, moi, logiquement, on n'est pas. On peut changer, là, mais moi, je pensais que c'est mieux qu'on ne voit pas les réponses, puis là, tu dis Je quelle te est la dis, bonne OK? réponse Comme à ça, la vous fin. pouvez répondre des niaiseries en toute impunité et ne pas avoir peur d'être Ouais. jugé par les autres. Fait que voilà, faisons ça comme ça. Donc, j'ai une coupe d'affaires. Ce n'est pas une caroncule. Les caroncules, c'est... Il y en a deux en dessous de la langue. C'est là qu'aboutissent les glandes salivaires, puis ça fait une espèce de petit pouce. Et ça serait des caroncules. Organe voméronasal, c'est pas loin. En fait, l'organe voméronasal est comme dans le plafond du palais ou dans le plancher du nez, là. Mais il est comme diffus, puis on ne le voit pas vraiment. Mais cette structure-là communique avec l'organe voméronasal, c'est la papille incisive. Puis normalement, de chaque côté de ça, c'est tout petit, mais il y aurait deux mini trous. Euh, Souvent, on ne les voit pas parce qu'on ne va pas y chercher, là. Fait que ces deux petits trous-là communiquent avec l'organe voméronasal, mais c'est la papille incisive. Puis, dépendamment de la taille, de la race et juste de la conformation du chien, la papille incisive peut avoir des formes très, très diverses. Donc, ça en est un exemple. Ça peut être plus discret, ça peut être plus prononcé, ça peut être rond, ça peut être en diamant, ça peut être en forme de poire. Bref, il y a un article qui les décrit tous, là. Oups, je pensais que j'en avais un chez le chat. J'en ai un autre, c'est le chamané. Les chiens et les chats ont ça, on a ça. Donc, des fois, ça arrive que quelqu'un le remarque pour la première fois, puis là, tout le monde panique, mais c'est la papille incisive, c'est parfaitement inoffensif et voilà, on laisse ça tranquille. C'est quoi le nom de cette partie-là de la mandibule? Là, ça, c'est un petit peu plus dur, mais peut-être vous avez étudié ça pour votre navelé jadis ou même le cours d'anatomie. À date, j'ai pas de bonne réponse. En fait, j'ai très peu de réponses. Donc, je sens que L'anatomie, c'est toujours. je suis comme tombée dans mon PowerPoint d'anatomie puis j'ai mis plein de questions. Fait qu'on va avoir une belle révision d'anatomie ce soir. Bon, ça vient pas, mais c'est pas grave. C'est le processus coronoïde du mandibule. Ben, de la mandibule parce que c'est féminin. Peut être responsable parfois de ce qu'on appelle un open jaw lock. Les boxeurs, entre autres, leur coronide est très large, puis peut se glisser en dessous de l'os zygomatique quand le patient rouvre la bouche, puis là, il passe comme à côté, puis là, le chien reste pogné la bouche ouverte. Fait que dans ce cas-là, on peut faire une coronoïdectomie, puis lui raccourcir ça. Fait que, puis des fois, on le voit au radio. Pas super utile à savoir, mais c'était un petit quiz. Ça s'appelle le processus coronoïde. Voilà. Ça, c'est quoi? La belle bosse qu'on voit là. Ah, ça sent bien. J'ai quand même des personnes qui ont bien répondu.
Euh, fait que le nom officiel, ça a été décrit dans un article, puis les auteurs ont proposé un nom. En anglais, évidemment, c'est alveolar bone expansion. Je traduis ça par expansion de l'os alvéolaire. Il y a des gens qui ont écrit ostéite. En fait, c'est pas faux dans le sens que histologiquement, c'est une ostéite. Donc, j'accepte ce terme. Euh, les chats font ça, typiquement autour des canines, mais c'est possible autour des prémolaires parfois. C'est possible autour des canines mandibulaires également. Puis c'est souvent un signe qui accompagne la maladie parodontale chronique. C'est un aria à refermer, notre chirurgie, quand on doit extraire la canine parce que ça fait une très grosse bosse. Euh, voilà. Fait que expansion de l'os alvéolaire, le nom officiel. Ostéite n'est pas faux parce que techniquement, c'est ça que ça représente. Ah, quelqu'un me demande si la ligne noire sur la canine est normale. Fait qu'on voit ici. Oui, c'est normal. Les chats ont ça sur les canines maxillaires et mandibulaires. Ça s'appelle le blood groove. Je ne sais pas c'est quoi en français. La rainure de sang. C'est un peu comme un couteau là, qui est ventilé pour que quand on coupe, ça ne colle pas, là. Fait que c'est pour mieux exsanguiner leur proie, en théorie. Euh, donc, c'est normal chez les chats que ça soit là. Fait que ça n'a aucune conséquence. Groove comme une encoche, là, comme un creux. Et voilà. Mais oui, c'est normal. Puis des fois, à la radiographie, on les voit. Parce que ça, il y a comme une petite perte de densité. Voilà. Oh, OK. Là, celle-là, je sens que ça va être difficile. Fait que vous avez tous une unité dentaire, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous capable de me nommer les embouts A, B, C et D que vous avez probablement tous sur votre propre unité dentaire? Le plus précisément possible. Pas la gugus là, puis le truc qui fait zzz. Oh, il n'y a personne qui répond. Ouais. On entend les criquets. OK, mettons juste le B. Ah, OK. Là, il commence à rentrer les réponses. Parfait. Ah, mais ça, c'est pas pire. À date, personne, c'est parfait, mais bon, ça s'en vient. OK. Fait que A, c'est la succion. Fait que dans ce cas-ci, ils ont mis un petit embout de plastique dessus. Vous avez des embouts de différents diamètres qui peuvent être placés. Euh, Fait que c'est la succion. Ça se peut que vous avez vos appareils en aient pas, mais la plupart en ont. Ensuite, le B, c'est la seringue RO. OK? Fait que c'est ce qu'on utilise pour rincer. Euh, Normalement, vous avez ça. Puis, c'est très drôle parce que une fois, je suis allée en clinique, puis en pesant sur les deux boutons ensemble, on pouvait faire une bruine. Puis, le vétérinaire avait comme jamais fait ça. Fait que c'était bien drôle de. J'ai comme appris qu'on pouvait faire ça. Fait que la succion, seringue RO. Euh, Fait que le C, c'est la turbine. Fait que c'est là-dessus qu'on met nos fraises. Fait que c'est soit le tour rapide ou la turbine. Puis le D, en fait, c'est le polisseur. Dans ce cas-ci, il y a une tête HP puis une tête droite. Mais ça serait votre polisseur, votre tour lent. Bon, puis je comprends que si vous ne le saviez pas. Puis eux, en fait, c'est qu'eux, ils ont une deuxième fraise parce que ça, un deuxième tour rapide, en fait, ça leur permet de ne pas trop changer de fraise parce qu'ils vont juste changer de pièce à main. Puis le F, c'est un endoscope, mais là, la plupart de vous, ne voyez pas ça. Euh, puis dans le G et le H, ben, vous avez la sortie pour la succion, là. Euh, voilà. Système triadan. Quel cadran et quoi? C'est lequel le bon?
Mettons qu'on va les appeler 1, 2, 3, 4, 5. C'est en partant de gauche à droite, de haut en bas. Ah ah! Ah, S, Nord-Ouest, on est... Euh, c'est effectivement le deuxième. Fait que, il faut se rappeler que ça tourne. C'est pas de haut en bas, de gauche à droite comme un livre quand on fait le triadan. C'est comme un C à l'envers. Fait que 1, 2, 3, 4, ça serait celui du centre en haut, le nom des cadrans, 1, 2, 3, 4. J'avoue que moi-même, j'ai de la misère avec le 3 et le 4 là. On dirait que c'est pas intuitif pour moi, mais c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on fait le triadan. OK, c'est quoi les stades de maladie parodontale? Il y en a combien? Puis, c'est quoi les caractéristiques de chacun dans le sens de comment qu'on décide qu'on est à un stade de un plus qu'un autre? C'est quoi le cutoff? Hélène, tu t'essayes pas? Ah, je dois rester, je suis comme la Suisse, je dois rester neutre. Je dois pas donner de Oui, bien sûr. indice. OK, plusieurs me disent 4 stades, puis 4 stades selon le niveau de perte osseuse, mais mettons quel niveau? Comment vous décidez quel stade on est rendu? Ah, déjà, docteur Lemieux, un début de réponse, c'est excellent. Quelqu'un me répond 5 stades. J'aime beaucoup cette réponse parce qu'en fait, c'est vrai. Bon, la Anonymous Attendee a répondu. En fait, ça serait plus les stades kinés comme les indices, hein, comme un indice de plaque de tarte. Mais ce n'est pas les stades de maladie parodontale. Sinon, je lis juste une dernière réponse, puis ensuite. Oh, docteur Aubin, on est proche de la vérité. Donc, officiellement, il y a techniquement 5 stades parce qu'il y a un stade zéro. OK? Fait que c'est de 1 à 4, mais le stade zéro existe. Le stade zéro, c'est une bouche parfaite qui n'a aucune inflammation. On voit ça tous les jours chez nos patients, n'est-ce pas? Le stade 1 serait de la gingivite seulement. Donc, il n'y a pas de perte d'attache encore, mais on a de la gingivite, fait qu'il y a de l'inflammation. Stade 2, on commence à avoir une perte osseuse en fait, moins de 25 de perte osseuse. PD3, on est entre 25 et 50 puis PD4, c'est 50 et plus. Un PD4 doit toujours être extrait. Fait qu'à partir du moment où on a perdu 50 de notre hauteur osseuse là, sur la longueur de notre racine, là, ces poubelles, là, ces dents-là sont mieux à l'extérieur du chien que dedans. PD2, ben, moins de 25 de perte osseuse, évidemment, ça se traite. Le gingivite aussi. Puis, ben, PD3, je vous dirais que c'est habituellement, chez le choix du chirurgien, là, ça peut être une bonne idée de laisser, une bonne idée d'enlever, dépendamment là, du reste du chien. Mais voilà nos stades de maladie parodontale. Puis, normalement, dans vos chartes, vous devriez grader vos dents parce que si vous extrayez des dents, il faudrait qu'il y ait un diagnostic de rattaché à votre geste chirurgical. C'est comme si vous dites on s'en va en chirurgie, mais c'est parce qu'il y a une torsion. Tu sais, la torsion, c'est votre diagnostic, puis après ça, ça explique la laparo. Euh, donc, PD4 devrait être noté là, quand vous extrayez des dents parce qu'ils sont trop avancés. Y a-t-il un problème dans cette bouche de chat? OK, on me répond oui, mais encore. On a deux réponses. OK, ça rentre, là, c'est parfait. Oui. Bon, OK, c'est parfait, super. Donc, c'est la 407. Je vois une coupe de 300.
Et puis, les 7 en bas, en fait, 307, 407, pour une raison qu'on ignore, sont toujours les dents les plus souvent atteintes. Donc, c'est un bon, c'est comme un canari, là, quand on est dans les mines, là, tu sais, si cette dent-là est atteinte, souvent, vous avez une idée qu'il y en a d'autres qui se cachent ailleurs, mais c'est souvent cette dent-là qui est atteinte en premier. Fait que la 307 ou la 407. Puis là, tout ce qu'on voit, en fait, c'est de la gencive qui recouvre complètement la dent, mais il y a 99,9% de chances que ceci cache une lésion de résorption. Donc, je vois des FORL, résorption dentaire féline, lésion odontoclastique. C'est toutes des bonnes réponses parce que la maladie a changé de nom à peu près 14 fois, mais c'est vrai, c'est une lésion de résorption. C'est juste que si vous n'êtes pas habitué à spotter ça dans les bouches de vos patients, mais commencez parce que ça, c'est vraiment très, très, très typique comme image. Puis, ben, ça fait mal quand la couronne est impliquée comme ça. Donc, c'est un signe que votre patient a besoin d'être placé sous anesthésie pour avoir une procédure dentaire parce qu'il se passe quelque chose dans cette bouche-là puis qu'il y a besoin d'extraction. On a une question aussi sur La question, slide. la question précédente du quiz. C'est quoi le resurfaçage radiculaire? En fait, c'est de détartrer les racines. Fait que quand on détarte les couronnes, on appelle ça un détartrage. Puis si on est rendu qu'on a un petit peu de perte osseuse, mettons on a un 30% de perte osseuse, puis on enlève le tartre sur les racines, ça s'appelle un surfaçage radiculaire. C'est comme un mot fancy pour dire détartrage, mais c'est un surfaçage radiculaire. Fait qu'on nettoie la racine parce que c'est plus les couronnes. Puis de faire un surfaçage radiculaire, en fait, euh, méticuleux, peut permettre à la gencive de se rattacher sur la paroi qui serait parfaitement propre et exempte de tartre et de plaques. Donc, vous pouvez avoir une guérison de la maladie parodontale quand on fait un surfaçage radiculaire. Ça se fait soit avec le piezo ou avec les curettes. Ah, là, vous allez tout savoir c'est quoi cette bébelle-là. Ça, c'est la même structure que tu as montré la première question. Oui, mais tantôt c'était un chien, là c'est un chat. Ouais, la papille incisive. Ben, là, tout le monde s'en rappelle, c'est super. Fait que là, vous voyez, vous allez savoir c'est quoi à l'avenir. Donc, on biopsie pas ça. Ça peut être plus ou moins gros chez les chats. Des fois, c'est un petit peu plus bombé, mais ça, c'est un super, oups, excusez, super bel exemple de papille incisive. Là, de quel type de résorption souffre ce chat? Là, le chat il est vraiment gris et bleu. Là, c'était un cadavre, OK? Inquiétez-vous pas. Ben, il va pas bien. Je peux pas dire qu'il va bien, mais euh, aucun chat n'a été harmed dans l'exécution de cette photo, OK? Quel type de résorption souffre ce chat? De quel type? Ah, quelqu'un qui a répondu résorption osseuse, c'est vrai. Il y a de la maladie parodontale, ce chat-là. Mais on va ignorer ça pour le moment, puis là, on va juste voir quel type de résorption dentaire. Parce qu'on se rappelle que les lésions de résorption chez les chats ont 3 types possibles. Puis ça, c'est un exemple vraiment frappant d'un certain type. Donc, je veux savoir lequel. Oups, oh, scam. Donc, la réponse, ça serait la résorption de type 1 lorsqu'il y a des petites bouchées de parties sur les dents. Fait que là, ça, c'est vraiment très, très, très typique, là. Tu sais, on voit ici, petite bouchée qui a été mangée. Ici, on voit un petit peu mieux à la radio, que je vais vous montrer dans un instant. Puis ici, là, qu'on voit dans la racine de la 9, c'est vraiment, là, il y a un trou dans la dent. Donc, si on se rappelle, euh, type 1, c'est des bouchées qui ont été mangées, comme s'il y avait des mythes qui étaient passés dans son garde-robe, mais c'est ses dents. Petite bouchée. Et le ligament parodontal avait été visible à la radio. Puis, type 2, c'est lorsque l'os remplace vraiment les racines, puis on ne voit pas de distinction entre l'os et les dents. C'est sûr qu'il peut y avoir quand même des lésions sur la couronne, mais si on retourne à notre image, là, dans ce cas-ci, on voit la différence entre l'os et la dent, là. On voit la délimitation, puis c'est vraiment des petites bouchées qui sont parties. Donc, c'est typique, typique, typique des lésions de type 1, les petites bouchées. Puis là, je vous ai mis la radiographie. euh, puis là, dans ce cas-ci, vous voyez le ligament, tantôt vous ne le voyez pas, mais on voit vraiment là, petite bouchée
partie, petit bouché ici comme un trou de serrure au niveau de la furcation, puis bon, ici, grosse bouchée de partie. Puis pourquoi c'est important de faire la distinction entre le type 1 et le type 2? Mais parce que le type 1, on recommande l'extraction de la dent au complet. Étant donné qu'on voit le ligament parodontal, on est capable d'extraire la dent au complet. Si c'est un type 2, où est-ce que l'os a remplacé les racines, mais on peut faire simplement une amputation de couronne. Mais jamais que je ferai des amputations de couronne sur ce chat-là. Sur l'exemple de radio qu'on voit maintenant, c'est vraiment extraction complète. Sur le site de l'Evidici, il y a un super beau dessin des trois types de résorption là, avec l'explication. Puis il y a un article de Cecilia Gorel que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une, ben, c'est pas une autrice, là, mais une vétérinaire qui explique, qui vulgarise très, très bien. Puis c'est dans j'appelle ça le Cat Magazine, là, le Feline Medicine and Surgery, je sais pas trop, là, le journal là, qui a des chats, puis il est gratuit. Ce journal-là, il y a souvent des articles de dentisterie dedans, puis c'est souvent des articles tu sais, qui s'adressent aux généralistes puis qui vont décortiquer une condition. Puis il y a un article sur la résorption dentaire, tapez Cecilia Gorel, résorption, vous allez le trouver, là. Euh, Ça décrit en détail les trois types, comment traiter, comment faire une amputation de couronne. C'est vraiment un super article à lire là, si vous n'êtes pas parfaitement familier avec la résorption. Là. Tu sais, c'est genre 7-8 pages, mais ça va résumer la condition. Puis on voit la condition tellement, tellement souvent. Je vous recommande cet article-là. Il est bien facile à lire et bien plaisant. C'est quoi le petit serpent sur la radio? Ah, je vais répondre à l'autre question. Combien il y a de types de résorption? Je vous ai montré la 1 et la 2. Il y a aussi la résorption type 3. C'est quand une dent a décidé qu'elle faisait moitié-moitié. Fait qu'il y a une racine qui est bien visible avec un ligament parodontal, une racine qui est plus visible du tout avec la dent qui est complètement remplacée par l'os. Fait que c'est un mélange du type 1 puis type 2, ça s'appelle le type 3. Puis dans ce cas-là, ben, vous amputez la racine que vous voyez plus, puis vous extrayez la racine que vous voyez. La tâche du tube. OK. Ça pourrait être une tubulure, ça serait un petit peu plus gros que ça. Ça, c'est vraiment la petite tubulure du ballonnet du tube endotrachéal. C'est pas super important. C'est juste faut penser quand vous faites vos radiographies à vous assurer que le tube n'est pas entre votre cassette et le tube à rayon X parce que ben, ça fait des artefacts puis ça brouille vos radiographies. Fait que voilà, si vous voyez ça souvent, de à vos techs de le tasser. OK. S'il y a des techs dans la salle, peut-être qu'elles vont le savoir. Je soupçonne que la plupart des vets ne savent pas ça, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est si vous défaites votre pièce à main, fait que votre fraise, là, votre tour rapide, puis là, vous regardez, il y a des trous. Puis, à quoi ils servent ces petits trous-là? Parce que, mettons que vous avez à racheter une pièce à main, il faut que vous rachetiez la bonne pièce à main qui a le bon nombre de trous qui fit avec votre coupling, mettons. Puis aussi, si vous aviez à huiler euh, votre pièce à main vous-même, parce que votre tech est malade, il faudrait envoyer l'huile dans un de ces trous. Donc, est-ce que vous sauriez lequel? Wow, ça, je trouve, c'est vraiment une question vraiment pratique. Je l'aime, cette question-là. Parfait. J'ai Puis, aucune idée. dans ma conférence que j'ai donnée, qui était, je pense qu'elle n'est plus là depuis 2025, mais sur la plateforme de la MVQ, j'en ai parlé en détail de notre unité dentaire qu'on a tous, mais qu'on ne connaît pas. Puis que quand ça marche pas, on appelle nos techs au secours parce qu'on est comme, ah, il y a quelque chose que ça fait de pas comme d'habitude, mais tu sais, ça serait le fun qu'on sache, Et mettons. j'imagine, si tu mets l'huile dans le mauvais trou, là, c'est l'apocalypse. Non, mais je vais Il faut expliquer que tu fasses. pourquoi. OK. Mais c'est pas l'apocalypse. Ah, Le plus petit des deux gros, prise d'eau et d'air, trois je le dis. Bon, super. Fait que le un et le 2 c'est l'air. C'est parce que la pièce à main, le tour rapide, la turbine, en fait, c'est vraiment une turbine, c'est comme un moulin à vent. OK? Fait que vous avez votre gros compresseur qui fait tout le bruit, là, puis lui, il va pousser de l'air dans la turbine, puis c'est la turbine qui fait tourner votre fraise. OK? Fait que c'est littéralement un moulin à vent. Donc, le trou numéro 1 est plus petit. Fait que c'est lui qui pousse l'air vers
vers la tête de votre instrument. Et le 2, c'est l'air qui revient vers le compresseur. Parce qu'elle ne sort pas toute dans le patient, parce qu'il y aurait du vent en tabarnouche dans le patient. Puis c'est normal, pensez-y, le deuxième trou est plus grand parce qu'il y a moins de résistance. Parce que là, si on veut pousser avec compression, puis qu'on veut que l'air revienne, il faudrait qu'il y ait moins de résistance dans celui qui revient, parce qu'on veut que ça revienne tranquillement. Mais la 1, on veut qu'elle pousse notre turbine. Donc, quand on met l'huile, il faut la mettre dans le 1 parce que le 1, elle s'en va dans la tête de notre instrument pour la lubrifier. Fait que pensez-y, ça va vers notre tête, puis c'est elle qu'on veut qui tourne. Si vous mettez l'huile dans le 2, en fait, c'est que vous envoyez de l'huile directement dans le compresseur. Ça n'a aucune conséquence, mais votre compresseur, tu sais, la cuve est grosse comme ça, puis vous envoyez 3 gouttes d'huile dedans. C'est juste que ça sert absolument à rien, mais ça ne sera pas l'apocalypse. C'est juste que vous n'avez pas huilé votre pièce à main. Le 3 et 4, ça va être l'eau qui sort de votre fraise. Tu sais, parce que quand il y a de l'eau qui sort de ça. Donc, il va y avoir un petit peu d'air fait, pour faire la bruine. Fait que vous avez ça s'appelle le chip air puis le water. Fait que les deux petits trous, ils ne touchent pas. Fait qu'il y a de l'eau puis de l'air qui sort là-dedans. Puis si vous avez une lumière dans votre pièce à main, ben, il va y avoir quelque chose comme le 5 ou le 6. Fait que c'est fibre optique ou DEL ou peu importe là. Fait qu'il va y avoir des tubulures, des fils quelconques pour amener l'électricité vers votre lumière. Fait que vous avez des 4 trous, des 5 trous puis des 6 trous. Donc, si vous devez racheter une pièce à main, assurez-vous que ça fit. Tu sais, si vous avez une 5 trous, vous ne pouvez pas remettre une 4 trous, tu sais, ça ne marchera pas. Achetez la bonne. Fait que vérifiez qu'est-ce que vous aviez, puis rachetez la main. Mais des fois, si vous appelez votre rep et vous demandez, c'est combien de trous? 4, 5, 6. Là, vous allez savoir pourquoi. Fait que oui, c'est le numéro 1, le plus petit des deux gros, parce que c'est lui qui pousse l'air vers la turbine, puis l'air revient avec peu de résistance, donc dans le gros trou numéro 2. Qu'est-ce qui se passe avec ce magnifique amour qui avait le meilleur nom ever? J'ai-tu le droit de le dire, c'est-tu confidentiel? En tout cas, ce patient avait un prénom absolument adorable. Ah, t'es mieux de pas le dire. Je ne le dirai pas. Oups, ah, excusez, On n'a pas vu la réponse. Ben, je pense pas qu'elle était écrite de toute façon. Ah, OK. C'était comme une question qui suit, mais... Donc, peux-tu répéter la question? C'est quoi le problème avec ce chat-là? Puis, est-ce capable de nommer la condition? Est-ce que vous voyez un problème? J'espère que oui. Puis, ça a-tu un nom? Euh, bon, j'ai une bonne réponse. Oui, ces canines mandibulaires sont un petit peu déchaussées, mais c'est pas vraiment ça qui me dérange. Puis en fait, sachez que ce problème-là, c'est survenu après qu'on ait fait de l'extraction des canines maxillaires. Donc, il n'est pas né comme ça. C'est un vieux chat qui a eu des extractions, puis maintenant, ça fait ça. Bon, fait que là, voilà, depuis, j'ai plusieurs bonnes réponses qui rentrent. Fait en anglais, ça s'appelle du lip entrapment. Fait qu'en français, je sais pas, là, c'est... Quelqu'un m'a nommé entrappement de la lèvre. Fait que aussi bien qu'on peut traduire le mot entrapment ou pincement de la lèvre. Donc, c'est exactement ça. Fait que le fait d'extraire les canines maxillaires, ça va un petit peu changer le contour du visage, puis les lèvres vont s'affaisser un tout petit peu vers l'intérieur. C'est pas nécessairement visible quand on regarde le patient, mais c'est juste assez pour que maintenant les canines mandibulaires vont venir ramasser la lèvre du patient. Fait que ça fait du lip entrapment. Et je dirais qu'il y a peut-être un 15-20% des patients qui vont faire ça quand que la canine maxillaire est extraite et que la canine mandibulaire est encore en place. Donc, en général, je ne vais pas extraire d'emblée la canine mandibulaire si elle n'a pas besoin d'être extraite, mais j'avertis toujours les clients que c'est un risque. Puis, on va vérifier si ça fait un ulcère. Donc, en général, immédiatement après l'extraction, ça peut arriver que ça va faire un ulcère. J'attends un bon mois avant d'envisager un traitement parce que des fois, ça va se faire un ulcère comme en aigu, puis après quelques semaines, ben, la lèvre va tout simplement s'habituer au contact de la dent, puis ça va guérir tout seul, puis tu sais, le patient il va faire sa vie. Mais si les ulcères sont extrêmement marqués, puis des fois, j'ai des patients qui ne mangent plus, là, qui sont vraiment désemparés de se mordre la lèvre tout simplement, ou que ça fait un ulcère là, qui ne se résorbe pas après plusieurs semaines, quel traitement on peut envisager pour régler ça?
Là, ça, c'est le cas d'un petit ulcère. Il y en a des vraiment plus gros. C'est très variable, là. Mais j'y vais beaucoup avec les signes cliniques aussi. Fait que l'ulcère, mais des fois, il y a des patients, là, comme je dis, ça mange plus, sont comme très débilités de ça, là. Fait que si on voulait traiter, qu'est-ce qu'on fait? Hey, il y a plusieurs ulcères, c'est bien. Donc, si vous voulez régler le problème en pratique générale et que le patient ne veut pas être référé, ben, la seule façon que vous pouvez faire quelque chose, ça serait d'extraire la canine mandibulaire. Notre dent préférée à extraire, n'est-ce pas? Euh, mais ça va être la seule façon de régler ça. Mais sinon, en spécialité, on peut faire ce qu'on appelle une odontoplastie. Donc, odonto, c'est dent, puis plastie, ben, c'est changer la forme de. Où est-ce que je vais, on a la photo avant-après, là, ici. Fait que arrondir le bout de la dent sans exposer la pulpe et mettre un scellant dentinaire, étant donné que là, j'ai enlevé un bout de dent. On ne fait pas juste couper un bout de dent comme ça. Puis en général, le fait d'avoir arrondi puis aplati le bout de la dent va régler le problème là, dans la très grande majorité des cas. Puis ça évite d'extraire la canine mandibulaire si elle n'a pas besoin d'être extraite. Dans le cas du chat précédent, on a vu qu'il était déjà déchaussé les dents. Fait que dans ce cas-ci, on a opté pour l'extraction. Mais si, tu sais, si c'est un chat de 4 ans qui a cassé sa dent maxillaire puis que sa dent mandibulaire, tu sais, je veux dire, est en parfaite santé, c'est un peu dommage de l'extraire. Donc, ça peut être fait. Fait que le bon terme, c'est odontoplastie. Ah ah! Encore ma conférence de la MVQ. On voit ici une fraise standard et une fraise chirurgicale. C'est combien de millimètres? Ça mesure combien une fraise standard versus une fraise chirurgicale? Ouais, là, c'est précis là, comme question. Hmm. Là, là. Mais c'est surtout que quand tu les achètes, tu sais, c'est comme écrit ou en tout cas, tu sais, faudrait que tu saches ça dans un catalogue. Tu sais, quand tu cherches, ça te donne une indication Ah, je suis vraiment impressionnée. de qu'est-ce que tu as besoin. Qu'il y a des gens qui savent ça. Ouais. Mais il y en a au moins trois qui le savent, oui. Bravo. Oui, bravo. Je suis estomaquée. Mais même moi, je veux dire, quand j'ai commencé avec Yvette Noé, puis là, il fallait que j'achète mon stock, je veux dire, le catalogue de fraises, là, c'est comme un petit bottin de téléphone, là. Puis c'est tellement stressant, fouiller là-dedans, là. Il y a des fraises à l'infini, genre, c'est vraiment difficile de démêler au début qu'est-ce que tu as besoin puis qu'est-ce que tu devrais avoir dans ta clinique. Puis tu n'as pas besoin de 28 sortes de fraises, mais il y en a quand même quelques-unes. Tu sais, des fois, je vais dans les cliniques, puis ils ont une seule sorte de fraise qui fait tout. Souvent, on s'attache un peu une main derrière le dos, fait qu'il en faudrait quelques-unes. Bref, c'est un autre sujet. Mais le fait d'avoir des fraises chirurgicales qui sont un petit peu plus longues que la normale, quand vous cassez un bout de racine dans le fond d'une alvéole puis que vous avez besoin d'aller fraiser autour, mais si c'est un grand chien puis que vous êtes pogné avec votre fraise standard de 19 millimètres, ça se pourrait qu'elle ne se rende pas dans le fond. Puis là, vous avez plus d'outils parce que là, ça se rend pas puis vous êtes mal pris. Donc, la fraise chirurgicale qui mesure 25 millimètres, le 6 millimètres de plus, ça va vous sauver la vie très, très souvent. Donc, ça peut être utile d'avoir dans votre arsenal des fraises chirurgicales. Vous pourriez vous dire, ah, ben, je vais tout le temps utiliser des fraises chirurgicales dans ce temps-là, on va arrêter d'acheter des standards. C'est pas une bonne idée parce que la fraise, bon, premièrement, la chirurgicale, évidemment, est plus chère. Mais aussi, c'est que ça met plus de pression sur votre pièce à main, sur votre turbine, parce que, évidemment, c'est plus long, ça fait un effet de levier, donc votre turbine, elle force plus, votre pièce à main force plus. Donc, vous allez raccourcir la vie de votre pièce à main d'utiliser des fraises chirurgicales. C'est sûr que quand on a besoin, on la sort, mais faites pas juste une transition vers des fraises chirurgicales tout le temps. Euh, c'est pas une bonne idée. Mais si vous ne saviez pas que ça existait, ça pourrait être une bonne idée d'avoir. Là, dans certains cas, ça nous sauve vraiment beaucoup, beaucoup la vie. OK. Ça, c'est une question tech aussi. Votre détecteur piézoélectrique, parce que la plupart de nous avons des piézos et non des. Avant, il y avait des soniques puis il y avait des magnétostrictifs, mais le piézo, si on regardait, je ne sais pas si au microscope c'est nécessaire, mais avec une loupe, là, c'est quoi le mouvement que ça fait pour détartrer? Puis après ça, je vais expliquer pourquoi c'est pertinent.
Dans le sens que ça fait-tu un triangle, ça fait-tu un 8, ça fait-tu un O, ça fait-tu une ligne, ça fait quoi microscopiquement, le petit mouvement? Ça vibre, mais dans quelle direction? Ah, j'ai au moins une bonne réponse, mais sur deux. Attends. C'est une question Il y en a difficile. une couple qui le sachent, par Très exemple. peu, on a très peu de réponses. Ouais, mais on en a des bonnes. Ah oui, je suis impressionnée par toutes les réponses ce soir. OK. Donc, un piézoélectrique va faire un mouvement linéaire, fait qu'une ligne. Fait qu'il va vraiment juste balayer. Tu sais, si l'embout est comme ça, là, il balaye comme ça ici. Fait que de haut en bas, si on le regardait comme ça. C'est pour cette raison que vous devriez toujours utiliser le côté, ou vos techs, là, ou s'il y a des techs qui nous écoutent, on devrait toujours utiliser le côté de l'instrument parce qu'on balaie le tartre, c'est comme ça qu'on le fait décoller. Si on utilise le dos de l'instrument, on percute la dent 42 000 fois par seconde. Donc, on peut causer des pulpites puis la mort pulpaire en faisant ça. Puis en plus, c'est pas vraiment efficace. Donc, c'est comme un balai, ça fait vraiment un va-et-vient. Fait qu'on veut utiliser le côté de l'instrument pour retirer le tartre et tuer la plaque. Si vous avez un vieux magnétostrictif, c'est vieux, c'est une vieille technologie, mais ça fonctionne encore très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait plus une ellipse. Donc, c'est un petit peu moins pire avec l'ellipse si on utilise le dos de l'instrument. Mais avec un piezo, on ne devrait jamais utiliser le dos de l'instrument ni la pointe, parce que là, on fait juste comme gratter, puis ça sert à rien. C'est le côté de l'instrument qui est la partie utile de votre outil. Fait que, mettons que ma flèche, la première flèche, je ne l'aime pas, il faudrait qu'elle soit peut-être un petit millimètre plus bas. Mais quelle est la structure pointée? Précisément, là. Bon, j'ai plusieurs réponses que je me rends compte, c'est probablement le positionnement de ma flèche, OK? Pas clair, mais tu sais, vous me nommez des choses qui se peuvent, fait que je vais expliquer tout de suite après euh, qu'est-ce que je voulais dire, mais ça va bien. Donc, ce que je voulais dire, c'était la gencive attachée. Donc, la partie euh, qui est bien solide, là, qui est attachée entre la couronne et la muqueuse alvéolaire. Quelqu'un a répondu gencive libre. En fait, le gencive libre, ce serait la partie la plus coronale de ça. Donc, c'est pas une mauvaise réponse, là. Ça serait peut-être le premier millimètre où ce qui est libre. Puis la attachée, c'est vraiment ce qui est solidement attaché à l'os. Puis, ce qu'on a ici au-dessus, c'est la muqueuse alvéolaire. Fait que la muqueuse alvéolaire est lousse, on peut la décoller de là si on tire dessus, c'est élastique. Puis la gencive attachée, ben, c'est pas élastique du tout, c'est vraiment collé-collé. Nous, on a beaucoup, beaucoup de gencives attachées. On a des fois le 7-8 mm. Souvent, on va le voir sur la canine du chien, là. Ça aussi, on peut avoir un 7-8 mm. Fait que muqueuse alvéolaire, c'est la partie lousse. Gencive attachée, c'est la partie tête. Puis la ligne entre les deux, c'est la jonction muco-gingivale, donc entre la gencive et la muqueuse alvéolaire. Puis c'est pertinent de connaître la largeur de la gencive attachée parce que quand il y a de la maladie parodontale, le fait d'avoir complètement perdu notre gencive attachée, en fait, donne un pronostic très mauvais à la dent. Donc, il faut qu'on garde à peu près un 2 mm de gencive attachée en tout temps. Fait que si on a une perte, mais qu'on est à l'intérieur puis qu'il reste un 1 à 2 mm, on est correct. Si on perd au complet, c'est fini. Puis dans les cas de stomatite aussi, pour essayer de différencier si on a affaire à une stomatite ou une gingivite, ben la gingivite, elle va être restreinte à la gencive attachée, puis la stomatite va s'étendre à la muqueuse alvéolaire. Donc, c'est pertinent d'être capable de comprendre la différence entre ces deux structures-là. C'est la même radio que tantôt, mais c'est une autre photo. Est-ce que vous êtes capable de me répondre? On fait ça, on consolide les acquis. Je veux voir si vous écoutiez. Donc, on a des petites bouchées de poignées de pris dans les dents, puis on a un ligament parodontal très clairement visible autour des dents. Ah oui, les gens ont bien écouté.
Bravo. Pas une seule erreur. Parfait. Type 1, on extrait la dent au complet. Bon, Dieu, ça a compris, puisque j'ai genre 25 réponses parfaites. Ouais. OK. OK, celle-là est dure. Mais c'est pas grave, comme je dis, vous allez apprendre quelque chose. Il y a comme un halo, il y a un halo foncé autour des apex, mais ensuite il y a un halo clair, un halo blanc, radio opaque. C'est quoi le nom de ce halo blanc et qu'est-ce que ça signifie? Tu cherches un diagnostic? Étant donné que c'est difficile, tu vas-tu nous donner un indice? Euh, c'est le nom de la pathologie. Oh, on a déjà. C'est de la pathologie, donc ce n'est pas un chevron. Parce qu'un chevron, c'est comme. Ben, en fait, c'est pas vraiment une image construite parce que réellement, il y a une raréfaction des trabécules, mais un chevron, c'est un artefact. En fait, on ne devrait pas dire que c'est un artefact, mais c'est pas pathologique, puis ça peut arriver sur toutes les dents. Là, ici, il y a vraiment comme une densification de l'os un petit peu haut pourtour d'une lésion périapicale. Donc, on remarque sur cette dent peut-être qu'elle est fracturée, ici la couronne, avec une belle communication avec la pulpe. Puis là, j'ai une lésion périapicale ici. Puis là, autour de ça, j'ai l'os qui essaie de contenir la maladie. Oh, j'ai. En fait, l'ostéosclérose, c'est une autre affaire. C'est de l'ostéite condensante, le mot. Fait en anglais, condensing osteitis, si vous allez voir des choses sur Internet. Euh, Ça signifie effectivement un abcès ou, bref, une lésion périapicale. Donc, c'est pas seulement qu'il y a une lésion périapicale autour de l'os, c'est vraiment que l'os en réponse à c'est comme les plures d'oignon là, dans le poumon, là, tu sais que ça le fait avec la tuberculose, là, il va se créer comme une barrière. Là, ça essaie un peu comme d'encapsuler la lésion. Fait que c'est de l'ostéite condensante. L'ostéosclérose, c'est un autre terme parce que des fois, on voit random à des endroits un peu n'importe où, souvent dans le mandibule, qui a comme une petite tache plus dense, mais c'est associé à rien. Normalement, c'est pas associé à une dent, c'est comme ça flotte un petit peu entre les racines de quelque part. Puis ça, c'est complètement inoffensif. Fait que la contrepartie de ça, c'est de l'ostéite condensante. Euh, Con, con- Ostéite condensante. ouais, condensing osteitis, comme vraiment condensé. Puis c'est, Condensante. Mais ça, c'est le vrai mot en français. Condensante. oui, parmi les Hmm. dentistes, on dit tout ça, à moins qu'on se dise tout un mot qui n'existe pas. Non, 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 c'est moi OK. qui le Oups, note, là. Je te dis, j'essaie d'apprendre, là, de développer. c'est parfait. Puis le On dit site pas. condensante est toujours associé à une dent morte. Fait que quand vous voyez cette espèce de là, c'est comme fait des halos blancs autour des apex, cherchez une fracture, la dent est infectée, c'est sûr. Voilà. Est-ce C'était qu'on super. avait C'est une combien verte, de temps? c'est pas mes radios, ça, c'est une verte qui m'a envoyé ça. Elle dit, ah, c'est quoi? Puis j'étais comme, ah, j'ai besoin de cette radio, elle est absolument magnifique. Voilà. C'est quoi la dose toxique de la bupivacaïne chez le chien? Je cherche pas la dose maximale qu'on dépasse pas, je cherche la vraie dose toxique. Parce que normalement, on se tient en bas. La dose n'est pas dépassée. Mais est-ce que vous savez la dose toxique? Je vois du 10 puis je vois du 5. Euh, D'après le BSAVA d'anesthésie, c'est 4. Fait que normalement, notre dose maximale, ça va être 2 mg kilo. Donc, quand on calcule la dose pour le patient, on ne va jamais plus que 2. Mais la vraie dose toxique, en fait, on pourrait se tromper puis quand même doubler, se rendre à 4. Puis, il n'y aurait pas de conséquences. Pour la bupivacaïne, c'est beaucoup plus élevé pour la lido. La lido, c'est genre 22 chez le chien, puis je pense 10 chez le chat. Donc,
avant d'intoxiquer notre chien à la lido, on a du jeu, mais à la bupivacaine, c'est plus restreint, là, fait 4 ou 5. Mais effectivement, notre dose maximale est 2. Bravo, il y en a quand même plusieurs qui l'ont eu. OK. Encore question tech. Je ne sais pas s'il y avait des techs ce soir. Oui. Il y a un de ces instruments qui est une curette et l'autre instrument qui est un détartreur. Lequel est quel? Là, si vous allez fouiller dans votre kit de dentisterie, hein, puis que vous vous mettez à regarder, euh, vous devriez être capable. On me demande la dose toxique chez les chats, c'est la même chose. 4 mg kilo. J'ai littéralement une personne qui me répond un côté, puis la réponse de l'autre personne, elle me dit l'inverse, puis ça s'alterne comme ça. OK, il y a un petit peu plus qui tend vers la bonne réponse. Il est quelle heure? Là? OK, mais genre, on achève, c'est correct. Attends, je vais attendre ça. OK, il y en a, non, c'est la partie bizarre, mais là, c'est plus affirmé. Donc, l'instrument de gauche, fait que ici, c'est une curette et l'instrument de droite est le détartreur. Fait que la différence entre ces deux instruments-là, fait que le détartreur, oui, de un est pointu, mais va aussi avoir un dos qui est pointu. Fait que vous voyez ici la tranche. Fait que c'est un instrument qui est beaucoup plus triangulaire, alors que la curette est vraiment très arrondie. Donc, la différence entre ces deux instruments-là, le détartreur va être utilisé pour enlever le tartre au-dessus de la gencive. Et si vous avez des poches que vous voulez aller enlever le tartre, ben, on va prendre une curette. Parce qu'évidemment, si on doit glisser ça sous la gencive, ben, on ne veut pas un bout pointu et un dos coupant qui va lacérer tous nos tissus mous. Alors que le détartreur, ça n'a aucune importance parce qu'on n'est pas en contact avec les tissus mous du tout, on est juste en contact avec la surface de la dent et on est comme dans le vide dans la bouche du patient. Fait que détartreur, euh, au-dessus de la gencive, sur la couronne, curette sous la gencive dans les poches. À la limite, si vous me disiez que vous avez que des curettes, il n'y aurait pas de problème à ça. Mais on ne met pas un détartreur dans une poche, vous allez créer des lésions. Ouais, là, on a la question qui tue. Comment on sait quel type de curette utiliser? Il Il y y a en une a. autre question pour plus tard de ça. En fait, c'est une des questions que j'avais enlevées à la fin parce que je trouvais ça un petit peu poussé, mais fait qu'il y a des curettes Gracie. Au pire, j'irai montrer la photo à la fin parce que c'est plus clair. Là. Tu sais, ils ont comme toutes sortes d'angles dans le manche. Puis, au-delà de ça, il y a d'autres types de curettes. Il y a des After Five, il y a des Mini Five, il y a des Micro Mini Five. Tu sais, si vous ouvrez encore une fois une catalogue de dentistes, là, il y en a une panoplie. Fait que les curettes Gracie sont faites parce que en humaine, quand votre dentiste ou votre hygiéniste vous détarte, évidemment, elle a comme ses mains dans votre visage, là. Donc, ils ont inventé plusieurs angulations pour la curette pour que, en fait, peu importe comment elle va placer ses doigts à l'avant de votre bouche, la curette va, elle, se donner un angle pour que la curette puisse aller le plus loin possible euh, dans le fond de votre bouche. C'est-à-dire que la première va être plutôt droite parce qu'elle peut tenir l'instrument droit, tandis que plus qu'elle va vouloir aller dans le fond de votre bouche, ben, si la curette était droite, elle vous sortirait dans le palais, ça ne rentrerait pas. Donc, il y a des angles qui permet qu'on utilise la curette, mais que le manche soit orienté vers le devant de la bouche, ce qui fait qu'on a de la place pour nos doigts. Euh, je vous dirais de ne pas acheter un kit humain complet parce qu'eux autres, ils ont vraiment une curette pour chaque dent. Fait que, tu sais, il y a 8 dents dans le cadran, il y en a 8 différentes avec le petit angle. Tu sais, chaque poche a sa curette, là. Vous pourriez simplement avoir une curette pour le devant de la bouche puis une curette pour l'arrière de la bouche, puis vous débrouillez avec ça. Euh, J'aime bien les curettes quand même, les After Five. Ça va être des curettes qui sont plus longues, c'est-à-dire la tige terminale est plus longue, ce qui va vous permettre d'aller détartrer des poches de plus de 5 millimètres. After Five, ça le dit, ça peut aller détartrer les poches profondes. Puis les Micro Mini, ça va être des curettes où la tête est beaucoup plus, ça ici, là, va être beaucoup plus court pour les petites poches, surtout sur les chats. Si vous arrivez avec une curette d'humain, une curette de chien, là, tu sais, la tête a comme 5 millimètres de long. Tu sais, rentrer ça dans une poche d'une dent de chat, là, je veux dire, c'est énorme. Donc, les mini peuvent être intéressantes aussi parce que
est beaucoup plus étroite. Euh, Googlez ça, soit des After Five ou des mini curettes. C'est vraiment, ils sont plus courtes puis ils vont rentrer dans des poches verticales plus étroites. À la limite, si vous voulez racheter du stock, écrivez-moi, on va s'en parler. Si je vous dis que ce patient a 1 an, pouvez-vous me dire ce qu'il a? C'est d'ailleurs en rapport avec la question d'anatomie dont on a discuté il y a quelques minutes. Ah, bon, je vois des noms de maladies qui ont comme amalgamé 2 maladies. Fait que c'est parfait qu'on en parle. OK, je vois 3 choses. Je vois gingivite juvénile, je vois stomatite ou gingivostomatite, puis je vois stomatite juvénile. Bon. Fait qu'une stomatite juvénile, ça n'existe pas, OK? T'es soit en stomatite ou en gingivostomatite, ou t'es en gingivite juvénile. Mais une stomatite juvénile, ça n'existe pas. Genre, c'est pas, it's not a thing. L'âge du patient, s'il est en stomatite, n'a pas d'importance. Et donc, pour faire la différence entre la gingivite et de la stomatite, il y a 2 critères. Un des deux est suffisant, là. Donc, l'implication de la muqueuse alvéolaire. Donc, si l'inflammation est restreinte à la gencive attachée, on a affaire à de la gingivite. Puis si elle s'étend à la muqueuse alvéolaire, on a affaire à une stomatite. La stomatite, c'est une muqueuse de toute la bouche. Puis il y a les arches palatoglosse aussi qui peuvent vous aider, qui vont être atteintes très souvent quand il y a de la stomatite. Je vous dirais qu'un chat peut avoir une stomatite sans avoir les arches palatoglosse impliquées, mais s'il y a les arches palatoglosse impliquées, c'est forcément une stomatite. Il n'y a rien d'autre qui fait ça. Donc, dans ce cas-ci, on a des belles arches palatoglosse qui sont saines, puis on a la muqueuse alvéolaire du patient ici. On voit la délimitation là, très, très claire entre la gencive attachée qui est rouge feu et la muqueuse alvéolaire qui a l'air, tu sais, grise avec la pigmentation du chat, puis qui est parfaitement saine. Donc, ceci est une gingivite. Ce n'est pas une stomatite parce qu'il y a seulement la gencive attachée qui est impliquée. Et le fait qu'il y a c'est un chat d'1 an confirme que c'est une gingivite juvénile chez ce patient-là. Donc, pas mélanger la stomatite avec la gingivite, c'est 2 choses différentes. Et un n'évolue pas vers l'autre. Je sais qu'à un moment donné, on pensait qu'un pouvait prédisposer à l'autre, finalement, non. Donc, c'est-tu ma prochaine question? Ah, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a diagnostiqué une gingivite juvénile chez notre patient? Je pense que j'ai fait un post là-dessus. Il y a quelqu'un. Ah non, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le groupe des vêtres là-dessus, puis elle a dit: Ah, j'attends 24 heures avant de le demander au spécialiste, puis j'ai comme plus jamais revu le post, puis j'ai pas pu répondre parce que j'étais dans le premier 24 heures, je me suis retenue. Ça me démangeait, par exemple. Hey, mais je vois que les gens euh, savent bien le traitement, en général. OK. Donc, je vais démêler 2 choses. Encore une fois, la stomatite ne se traite pas de la même façon que la gingivite juvénile. Euh, je vais adresser la question du FUV et FELV. Autrefois, on pensait que le FIV ou FELV prédisposait ou rendait plus sévère les cas de stomatite ou même de gingivite juvénile. La gingivite juvénile, c'est très mal compris là, comme maladie, là. Euh, et puis, c'est vrai qu'on constate que, mettons, parmi tous les cas de stomatite, mais ça, ce chat-là, pas une stomatite, mais là, je vous parle de stomatite, il y a plus de patients FIV dans la stomatite. Mais le fait d'avoir une stomatite ne veut pas nécessairement dire que tu as le FIV. Et le fait d'avoir le FIV ne change pas ton pronostic pour ta stomatite. Donc, avant, on testait parce qu'on disait les chats qui sont FIV vont moins bien répondre au traitement. Finalement, statistiquement, ça semblerait que c'est faux. Donc,
c'est toujours une bonne idée de tester nos patients pour savoir son FIV, FE élevé, mais officiellement, ça ne changera pas son plan ni son pronostic. Fait que le traitement de la gingivite juvénile, parce que c'est de ça qu'on parle ici. Fait que la gingivite juvénile, c'est une gingivite intense qui va s'installer chez les jeunes patients dès l'éruption des dents d'adulte. Fait qu'à 6 mois, ce patient-là a une bouche qui ressemble à ça. Ce serait une réaction immunitaire exagérée, probablement la plaque. Puis ça arrive chez les patients jeunes parce que leur système immunitaire n'est pas encore compétent. Donc, normalement, le plan de traitement pour ces patients-là, ça serait de détartrer. Je sais qu'il n'y a pas de tarte, le patient, mais ce qu'on veut, c'est enlever la plaque partout, partout, sur toutes les dents et dans le sulcus pour repartir avec une bouche parfaitement propre. Fait on veut détartrer ce patient-là, même si je sais qu'il n'y a pas de tarte, on veut nettoyer ses dents et on veut instaurer une hygiène méticuleuse à la maison. C'est-à-dire, on veut faire un contrôle de la plaque extrêmement sévère. Donc, on veut que les clients brossent. Euh, on peut aussi mettre d'autres stratégies en place. On peut mettre le petit liquide dans l'eau, on peut mettre la nourriture dentaire, si on n'est pas capable de brosser, on peut passer des gaz, mais il faut vraiment essayer de garocher toutes les stratégies qu'on a possibles imaginaires pour la gestion de la plaque chez ce patient-là. Si, comme ce patient-ci, on a de l'élargissement gingival, ben, on va refaire une gingivoplastie ou gingivectomie, gingivoplastie pour enlever l'extra-gencive qu'il y a là-dessus, parce qu'évidemment, on ne sera pas capable de brosser et d'atteindre la plaque en dessous de ce surplus de gencive. Fait qu'on va détartrer, on va corriger la forme de la gencive si nécessaire, et on va instaurer une hygiène méticuleuse à la maison. On va essayer ce traitement-là qui est comme plus médical jusqu'à l'âge de 2 ans du patient. Normalement, quand les patients vont atteindre l'âge adulte et que leur système immunitaire va devenir compétent, il y en a plusieurs qui vont rentrer en rémission spontanée, puis que ça va arrêter de s'inflammer cette histoire-là, puis ils vont faire une belle vie, une longue vie heureuse. C'est possible aussi que si vous voyez ce patient-là, puis il y a 8 mois, ça se peut que vous ayez besoin de leur détartrer plusieurs fois jusqu'à se rendre à l'âge de 2 ans. Parce que des fois, on va recommander même chez certains patients des détartrages aux 3 mois. Je comprends que pour les clients, c'est extrêmement coûteux. Euh, mais c'est ça la recommandation pareil. Après ça, vous les laissez gérer leur portefeuille. Euh, Si le patient est très inconfortable, on peut envisager des extractions. Par contre, sachant que ça se pourrait qu'il rentre en rémission spontanée à l'âge de 2 ans, c'est comme un peu insultant d'extraire toutes ses dents à 1 an. Encore là, conversation à avoir avec le client. Fait que normalement, on essaie de les toffer jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis si à 2 ans, ça ne se résout pas, ben là, on peut envisager l'extraction. Mais ça m'est déjà arrivé, encore une fois, pour des raisons financières, bref, longue discussion avec le client, d'extraire les dents sur un jeune patient. Et dans ce cas-là, ça avait été la bonne décision parce que la cliente est revenue à son recheck puis a dit, j'ai un nouveau chat. Donc, ces patients-là semblent réellement pas bien, mais on essaie normalement de les soutenir médicalement avant d'envisager l'option drastique et permanente de l'extraction complète. Mais s'il faut faire l'extraction complète, fine, mais c'est pas la première ligne. C'est ça. Si votre patient a 2 ou 3 ans, ben, on va considérer que c'est un cas réfractaire. Fait que si l'hygiène méticuleuse à la maison et les détartrages fréquents aux 6 mois ne résolvent pas le problème, là, j'envisagerais définitivement l'extraction des dents. Extraction obligatoire et ou idéale? Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous pouvez mettre plus de mots, s'il vous plaît? OK. On traite-tu médical? Pour la gingivite juvénile, là, je ne parle pas de somatique, je parle de gingivite juvénile. À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui discute ou qui recommande ou qui a regardé l'effet d'un traitement médical immunosuppressif quelconque et le taux de succès là-dessus. Donc, j'ai comme pas de recommandation à faire. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça te donne quelque chose. Puis je ne sais pas encore une fois, tu sais, sur les effets secondaires de la PrEP, on n'aime pas ça. Euh, donc, si vous faites Oui, quelque chose puis que ça marche, dites-le moi, s'il vous plaît. Mais officiellement, on voudrait un traitement mécanique, c'est-à-dire, c'est la plaque le problème, il faut contrôler la plaque. C'est comme dire, j'ai un clou dans ma main, tu peux me donner des antibiotiques autant que tu veux, ce serait le fun que tu enlèves le clou. T'sais. Fait que, c'est la plaque le problème, fait qu'on veut détartrer, on veut brosser. On veut gérer la plaque pour voir si ça rentre dans l'ordre.
Oui. C'est ça, là, quand je regarde à travers les Ouais. commentaires, c'est ça, là, c'est vraiment immunomodulateur, probiotique, supplément capsule, interféron. Euh, L'interféron a été démontré comme étant utile pour le traitement de la stomatite. À ma connaissance, c'est impossible à avoir au Canada, là. Si vous avez des façons de l'avoir, je suis pas au courant. Euh, Fait que, bon. Euh, Sinon, Préaticosporine, moi, j'ai jamais essayé sur une gingivite juvénile seulement. D'habitude, moi, c'est traitement ben, médical, mais c'est bon, c'est comme physique, le mécanique. Euh, Est-ce très douloureux? Je vous dirais que ça dépend des patients. Mais voilà, la patiente que j'ai vue, et c'est pendant ma résidence, puis ça a été vraiment très marquant pour moi. La madame avait adopté deux chatons. Puis c'est des frères et sœurs, puis les deux avaient cette condition-là. Le petit mâle était un petit peu moins pire que la petite femelle. Puis, petit mâle chat très outgoing, très joueur, jouait beaucoup. Petite femelle très timide, jouait peu. Son frère était tout le temps comme sur elle, un peu, il avait l'air de la protéger. La petite chatte était plus, c'est ça, sa bouche était plus rouge que le petit mâle. Puis la cliente, elle nous dit, OK, tu sais, faire des détartrages, mettons, 4 fois jusqu'à l'âge de 2 ans, tu sais, j'ai pas les sous pour faire ça. Elle dit, on va l'essayer sur le mâle parce qu'il a l'air moins pire, puis que je pense qu'il y a une chance de réussir, mais la petite femelle, je vais le caler, puis je comprends que c'est permanent et irréversible, là, mais je veux qu'on enlève toutes les dents. Fait que ça m'a fait vraiment mal au cœur de les enlever. La cliente, elle revient au recheck. Elle dit, ben, le petit mâle était toujours très outgoing et très joyeux et faisait sa vie. Mais elle dit, la petite femelle, elle dit, c'est un nouveau chat. Elle jouait pas avant avec nous, elle se cachait tout le temps. Là, elle joue autant que son frère. Tu sais, elle saute partout, elle est super sociable avec nous tout à coup. Fait pour ce cas-là, clairement, la chatte était inconfortable, puis d'enlever ses dents était probablement la bonne décision, bien que décision un peu extrême, mais clairement, cette patiente-là n'était pas bien. Est-ce que tous les patients de gingivite juvénile souffrent atrocement comme elle? Probablement pas, parce que le petit mal, tu sais, clairement, il n'y avait pas de signes aussi flagrants. Fait que je vous dirais, tu sais, encore là, c'est de la gestion avec le client d'essayer de demander est-ce que vous avez un chat qui se cache? Est-ce qu'il échappe ses croquettes? Parce que souvent, c'est pas que le chat mange pas, là. Tu sais, c'est un petit peu plus fastidieux, euh, mange plus lentement. Encore là, lentement comparé à quoi? Tu sais, s'il a toujours été douloureux, vous ne saurez pas. Euh, Fait qu'on essaie de voir. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre le patient sur analgésique et voir s'il y a un changement aussi dans sa vie avant de se lancer dans des extractions ou des choses comme ça. Euh, Fait que voilà, après des cyclosporines, j'ai aucune idée si ça fonctionne sur la gingivite juvénile. C'est pas rapporté comme plan. Là, on a eu plusieurs personnes qui ont écrit gingivite lymphoplasmocytaire. Euh, c'est plus stomatite, l'infoplasmocytaire. En fait, l'infoplasmocytaire dans la bouche, honnêtement, là, c'est comme toute forme d'inflammation orale. Si vous le biopsiez, ça va revenir l'infoplasmocytaire. OK? Fait que c'est complètement euh, non spécifique. Fait que si on parle de stomatite, l'infoplasmocytaire, là, c'est stomatite, c'est toute la bouche, c'est autre chose, mais tu sais, l'infoplasmocytaire, là, c'est comme dire inflammation. Tu sais, genre, ça m'aide pas tant que ça. Fait que c'était le fun, c'est le nom de la maladie pendant un bout de temps. Puis on se pensait comme bien ben hot d'avoir découvert ça, là, mais ça s'avère que tu sais, si vous prenez de la gingivite de maladie paromentaire, puis vous biopsiez, puis vous envoyez ça au pathologiste, il va vous répondre gingivite, lymphoplasmocytaire. Mais tu sais, il faut mettre ça en contexte avec le patient. Fait que l'infoplasmocytaire, c'est pas du tout euh, spécifique. Est-ce que c'est plus fréquent chez les chats de race? Oui. Les Maine Coons sont particulièrement connus pour faire de la gingivite juvénile. J'en ai vu chez les Rex aussi, mais les Maine Coons, c'est les champions de la gingivite juvénile. Bon, aval tout rond, ça peut être tout ça. Puis, est-ce qu'on peut parler de stomatite? Oui, parce que clairement, il y a plein de questions là-dessus. Euh, donc, juste rapidement, c'est-tu beau pour la gingivite juvénile? Ça ressemble à ça, c'est des jeunes patients. On les supporte en faisant un contrôle méticuleux de la plaque jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis à 2 ans, si ça ne marche pas, là, on peut envisager des extractions. Ou avant, si vous avez cette discussion-là avec le client, là, tu sais, dans le sens que s'il dit ben, je ne peux pas faire 4 détartrages, j'ai pas les sous, c'est one shot ou rien, ben, coudonc, faites ce que vous pensez. Fait que la stomatite, là, on parle de
sa bouche est rouge au complet. Les lèvres peuvent être impliquées, la langue peut être impliquée. C'est non seulement les gencives, mais c'est aussi la muqueuse alvéolaire, puis c'est très souvent les arches palatoglosse. Fait que le traitement de la stomatite, la première ligne, jusqu'à présent, reste les extractions complètes ou euh, minimalement là, des dents caudales aux canines. Donc, on va dire qu'il y a 30 des patients qui vont répondre complètement, qui vont entrer en rémission après les extractions. Il y a un 30 des patients qui vont avoir une amélioration marquée, mais vont avoir besoin de médication pendant quelques mois pour les soutenir. Puis il y a un 30 des patients qui, malgré les extractions, vont avoir besoin de traitement médical à vie. Puis je vous dirais qu'il y a aussi comme un 5 à 10 qui crash and burn, peu importe qu'est-ce qu'on fait, leur stomatite est juste pire en pire, puis ils sont incontrôlables, puis ça finit en euthanasie. Donc, il faut quand même aviser les clients parce que des extractions de bouche complète ou presque bouche complète, euh, ça reste dispendieux, puis il faut qu'ils sachent que ça ne veut pas dire que ça va se finir là. Il va y avoir encore des rendez-vous, quand même un 60 des patients qui vont avoir besoin de médication à moyen ou à long terme. Donc, il va y avoir des suivis, tu sais, il va continuer à avoir des suivis d'impliquer là-dedans. Ce n'est pas un one-shot deal. Euh, donc, dépendamment de la sévérité puis de l'état des dents, fait que c'est sûr qu'on enlève tout ce qui est caudal aux canines. Puis là, à savoir est-ce qu'on garde les canines et les incisives, je vous dirais que ça dépend de la sévérité du patient. Puis c'est sûr que s'il y a la moindre lésion parodontale ou résorptive, on extrait les dents qui sont impliquées. T'sais, on ne donne pas une excuse à cette bouche-là pour avoir de l'inflammation. Fait que moi, je dis souvent, s'il y a une dent qui me regarde croche, à part. Fait que petite lésion parodontale, je m'en fous si elle est juste à 10 c'est out. Lésion résorptive, c'est out. Euh, fait que là, on décide. T'sais, si le chat il a déjà 12 ans, puis qu'il va y rester deux canines à moitié, puis on se baigne de tout enlever rendu là. Si c'est des jeunes chats, puis que l'inflammation n'est pas si sévère, des fois, je vais tolérer qu'ils gardent les canines incisives. Fait que rendu là, c'est choix du chef. Si on veut, on ne devrait pas tenter un traitement médical seul sur un patient via la stomatite. C'est-à-dire, je ne laisse pas ses dents pleines de maladies résorptives, puis de lésions parodontales, puis j'y pitch la prête, OK? Il y a de l'inflammation causée par une raison. Il faut commencer par traiter chirurgicalement la cause de cette inflammation-là. Fait que c'est toujours extraction de quelque chose. Puis ensuite, si le patient est réfractaire, là, on embarque dans l'immunomodulation. La cyclosporine serait préférable dans le sens qu'elle a moins d'effets secondaires que les corticostéroïdes. Il y a une dose que je ne me rappelle pas par cœur, mais je pense que c'est 5 mg kilo bid, mais citez-moi pas là-dessus, il y a un article. Allez le chercher, ou au pire, je le mettrai dans le courriel. Euh, c'est sûr que c'est chiant faire avaler des gros comprimés de cyclosporine au chat, c'est beaucoup plus cher que la PRED. Il y en a qui vomissent, bon, c'est la gestion, mais notre premier choix devrait être la cyclosporine. Et puis, si ça, c'est pas possible ou ça fonctionne pas, ensuite, on utilise de la PRED ou de la Dex. Puis je pense que j'ai déjà envoyé, mais je pourrais le renvoyer. La recette que Dr. Dumais utilisait, lui, il aimait mieux la Dex que la PRED, mais sachez qu'il n'y a aucune étude qui a comparé les doses des doses de PRED, ce serait laquelle idéale. Puis il n'y a personne qui a comparé Dex versus prednisolone. C'est choix du chef, puis tous les dentistes ont leur petite recette, puis c'est ça. Fait que je peux vous donner la mienne, mais sachez qu'elle n'est pas meilleure qu'une autre. Euh, Fait que bon, traitement chirurgical toujours en commençant, ensuite immunomodulation. Euh, Puis ben, on dose avec ça. Une fois que le patient est stabilisé, on essaie de trouver une dose minimale efficace. Puis on supporte ces patients-là du mieux qu'on peut. C'est une maladie de marde, d'inflammation chronique, dont on ne connaît pas la cause. À Mané, on pensait que c'était le calicium qui avait à voir là-dedans. Finalement, les dernières études ou les projets de recherche qu'il y a eu là-dessus ont montré que c'est pas vraiment ça. Euh, on ne sait pas pourquoi certains patients font ça, puis d'autres non. La seule chose qu'on sait, c'est que les multi-cat households ont plus de chances d'en avoir. Fait qu'il y aurait une composante de stress là-dedans? Il y a eu une hypothèse par rapport à l'IBD, ça serait-tu comme une prolongation de l'IBD, tu sais, parce que c'est comme toute la muqueuse gastrique, mettons. C'est quelque chose qui est exploré en ce moment, mais on n'a pas plus d'explications que ça pour le moment. Euh, Fait que nourriture hypoallergénique, vous pouvez l'essayer, je pense. Je connais pas personne qui a comme guéri un chat en le passant sur une nourriture hypo, mais c'est pas fou. Euh, voilà. Il n'y a pas d'âge pour la stomatite, il n'y a pas d'âge pour la stomatite. Ça peut être des vieux chats, ça peut être des jeunes chats.
ça change pas le pronostic. À date, il n'y a aucun facteur qui, qui est pronostic pour le patient à savoir si ça va être un cas réfractaire ou pas. Fait qu'avant, on pensait que l'âge du patient ou de la durée de la stomatite avant qu'il soit traité, là, des fois, ils en sont même depuis des années avant qu'on les pogne, là, ça ne change rien. Euh, qu'il ait déjà été sur près d'avant, ça ne change rien. Qu'il soit FIV, ça ne change rien. On ne peut pas prédire lesquels patients vont bien aller versus lesquels patients ne vont pas bien aller, malheureusement. Fait que ça ne sert à rien. Ça sert à rien de biopsier ça. C'est un diagnostic clinique. Ça revient toujours au gingivite lymphoprolifératif. Ça va vous aider en rien. Euh, fait que perdez pas les sous du client pour ça. Puis voilà. Gel au canneberge, j'ai aucune idée si ça fonctionne. Honnêtement, quand on est rendu à mettre de la cyclosporine sur quelque chose, je pense pas qu'un produit naturel va tant que ça nous aider. Euh, voilà. Ah, je sais aussi, Il y a je quelqu'un vais qui rentrer dans proposait un truc. Quand on, hein? il y a quelqu'un qui proposait le 1T, TDC. Ouais, C'est le bon? 1-TDC, je l'aime beaucoup pour les inflammations, je dirais légères à modérées. Là, sur une stomatite, bonne chance. Sur les gingivites juvéniles, je l'aime beaucoup par contre. Dernière chose, peut-être vous avez vu passer ça. Là, je vais arrêter. Après ça, j'avais d'autres scènes, mais là, il est 8h30. La compagnie qui a parti le médicament pour la PIF, je ne sais pas son nom, là, a comme promu pendant un certain temps son médicament pour le traitement de la stomatite. Puis là, ils ont passé ça avec une dose, puis une affaire, puis ils sont comme achetez ça, ça va régler vos cas de stomatite. Bon, premièrement, on sait déjà qu'on ne sait pas c'est quoi les ingrédients qu'il y a là-dedans. Là. Bon, je veux dire, ça soigne la PIF, les patients allaient mourir de toute façon. Utilisez-le, c'est sûr, mais pour le traitement de la stomatite, c'est vraiment pas clair. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a zéro étude qui back ça pour le moment. Euh, oui, ça aurait un traitement tu sais, une, c'est un immunomodulateur somehow. On ne sait pas trop comment, mais bref, on ne connaît pas le mécanisme. Euh, c'est très obscur. Puis là, eux autres, ils ont comme marketé ça, mais backé par rien jusqu'à preuve du contraire, là. Fait que je le recommande pas particulièrement parce que c'est très inconnu pour moi. Mais si quelqu'un l'essaie, j'aimerais beaucoup savoir, même si vous avez un échec, là, j'aimerais ça le savoir. Fait que si quelqu'un un jour le fait, euh, écrivez-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous lire. Mais c'est ça. Je sais que ça a été marketé, mais tous les dentistes en ont comme fait genre OK, mais encore, tu sais, genre, c'est comme backé par rien. Fait que voilà. Le 1-TDC, Oh. Hey, ça, c'est le quiz, ça ouvre la porte à le plein de 1-TDC, webinaires c'est des petites passés. capsules d'oméga Oui. 3 qu'on dépose directement sur les gencives quand on a des maladies inflammatoires dans la bouche. Puis quand je dis maladies inflammatoires, j'aime ça sur les gingivites et sur les ulcères. Fait que, tu sais, c'est comme des outils sur lesquels on n'a pas vraiment d'autres armes. Ça s'achète plus au CDMV, ils viennent de l'arrêter. Plusieurs personnes m'ont demandé si c'était discontinué, mais ça ne l'est pas. Vous pouvez encore l'acheter en ligne directement du fournisseur ou sur Amazon. Ça coûte une fortune sur Amazon, mais il y en a. Fait que le CDMV a décidé qu'il n'en faisait plus, mais au pire, dites à vos clients ils peuvent l'avoir sur Amazon, ils peuvent se Est-ce, débrouiller eux-mêmes, est-ce là. que c'est vraiment le CDMV qui a décidé d'interrompre? Ben, je veux dire, est-ce que le CDMV en aura plus ou c'est un problème de, je sais pas, il y a eu un BO d'approvisionnement? Je sais pas, mais moi, on m'a comme dit, euh, il n'y en a plus au CDMV. Il y a plein de Ça, vets c'est qui m'ont écrit, genre, temporaire. dans le mois de décembre pour dire, il y a plus un TDC ou il y en aura plus, ou genre, c'est-tu discontinué? J'ai comme fait, c'est pas discontinué, mais je sais pas, CDMV, en tout cas, ça a l'air qu'il n'y en a plus. Je sais pas, plus que ça. J'ai pas essayé d'aller voir sur le, tu sais, si tu tapes un TDC, si c'est plus dans l'inventaire du tout, genre. Mais ça existe encore. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment dépassé mon temps. Donc, on était rendu à combien de questions? Juste Je pour. sais pas, je sais pas. Mais attends un peu. Si je fais ça. Non, non, juste par curiosité. Ah, il en restait pas pire. Ah Mettons, oui! Bon, on va refaire une phase 2. parfait. Ouf! Hey, on a le cerveau plein de nouvelles connaissances. C'est quasiment plus fatigant essayer de fouiller puis de dire, mon Dieu, il me semble qu'on cette slide-là nous rappelle quelque chose, puis essayer de s'en souvenir. Donc, merci à tous de votre temps, de votre participation. C'est vraiment impressionnant. Vous étiez nombreux à avoir des bonnes réponses. Lâchez pas. Euh,
La formation est enregistrée. Ça va me prendre d'ici 48 heures, vous allez la recevoir par infolette. Vous allez aussi recevoir probablement au courant de la soirée votre attestation à votre nom. Et puis, on va vous tenir au courant pour le prochain webinaire qui sera probablement en anesthésie. José, mot de la fin, d'informations supplémentaires? Non, mais merci beaucoup d'avoir été là. Ça faisait longtemps où, tu sais, on a comme perdu le rythme à un moment donné, puis je suis contente de vous revoir. Fait que là, ça va être avec Fred le prochain, puis après, ça va sûrement être moi après. Je vais trouver un thème. Si vous avez des Parfait. idées de thèmes, Oui, écrivez-moi, ça va me faire plaisir parce que après 4 ans, je manque d'inspiration, mais on peut refaire des vieux thèmes là, s'il y a des affaires qui sont vieilles ou tu sais, dont j'ai parlé il y a 3 ans puis que vous en rappelez plus, là, mais suggérez-moi des thèmes, s'il vous plaît. parfait. Ben, merci à tous. Merci infiniment, José, d'avoir préparé ces slides-là. Pour nous, c'est toujours le fun de faire la révision. Et puis, ben, bon début de semaine à tous. Merci. Bonne fin de soirée. Bye.